Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, faut-il remplacer le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah? Question soulevée par le Parlement libyen qui a par ailleurs fixé de nouvelles conditions pour pouvoir être nommé à ce poste. Attijari Wafa Bank rejoint Ripple.net, le réseau de paiement transfrontalier international, le groupe bancaire marocain, toujours dans sa stratégie d'expansion. Dans un secteur hôtelier en pleine crise, en ces temps de pandémie, la Mauritanie tente de relancer cette industrie avec l'aide du secteur privé. Gros plan à suivre dans cette édition. Le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, nouvel homme fort du Burkina Faso, aurait rencontré ce mercredi à Ouagadougou les anciens membres du gouvernement du président déchu, Roch Marc Christian Kaboré. La junte dit être ouverte à une éventuelle contribution de l'ancien gouvernement. Les généraux au pouvoir exigent par ailleurs de ces ministres de Roch Marc Christian Kaboré de limiter leurs déplacements. Ils ne doivent pas dépasser les périmètres de la capitale Ouagadougou. Le Parlement libyen impose de nouvelles conditions pour pouvoir être nommé au poste de chef du gouvernement, plaide pour le remplacement du Premier ministre par intérim, Abdelhamid Dbeibah. Mais ce positionnement ne fait pas vraiment l'unanimité. En effet, dans les rangs de l'Assemblée, certains parlementaires jugent nécessaire de maintenir l'actuel gouvernement et ce jusqu'aux élections. Mildred Diamant. Le Parlement libyen a agi en faveur du remplacement du chef du gouvernement actuel, Abdelhamid Dbeibah, alors qu'il estime que le mandat de ce dernier a expiré le 24 décembre 2021, initialement prévu pour les élections dans le pays. Lors d'une séance tenue le 25 janvier 2022 à Tobrouk, la Chambre des représentants a fixé les critères de candidature au poste de Premier ministre intérimaire. Toutefois, le Parlement libyen n'a pas publié une date pour la nomination d'un nouveau chef de gouvernement. Le Parlement libyen propose la formation d'un nouveau gouvernement intérimaire en espérant réunir pendant la période de transition les conditions d'une élection réellement démocratique qui permettrait de sortir de la crise dans laquelle se débat la Libye depuis l'intervention française qui a démantelé l'État libyen. Et cela dépend des fluctuations du rapport de force entre les acteurs régionaux et les acteurs des grandes puissances, notamment la Russie, la France et la Turquie. Et la visite du président algérien prévue en Égypte va dans le sens de la modification de ce rapport de force. Le chef du prochain gouvernement libyen ne doit pas posséder une double nationalité ni avoir une conjointe de nationalité étrangère. Il devra démissionner de son poste actuel et signer un engagement de ne pas se présenter aux prochaines élections. Le nouveau Premier ministre et ses parents doivent être libyens et musulmans. Il doit être âgé de 35 ans et plus et ne pas avoir de passé judiciaire, selon un communiqué du Parlement. Et s'il y a une volonté de retour à la paix, ces principaux acteurs, les acteurs libyens, pourront prendre le relais et assurer le retour à la démocratie. La démarche du Parlement libyen ne fait pas l'unanimité. Certaines parties appellent au maintien de l'actuel gouvernement et exigent plutôt un calendrier électoral dans de brefs délais. Notons qu'en septembre 2021, le Parlement libyen avait retiré sa confiance au gouvernement d'unité nationale en le considérant comme un gouvernement intérimaire. L'actualité également marquée par cette nouvelle attaque ce mardi à l'est de la République démocratique du Congo, une nouvelle attaque attribuée au M23 dans laquelle une vingtaine de soldats congolais ont été tués dans des affrontements à Niessisi, dans la province du Nord Kivu. L'attaque visait une position des forces armées loyalistes. La société civile du Nord Kivu demande au chef de l'armée d'organiser une mission d'urgence dans la région pour réorganiser les troupes. Alors que la Banque africaine de développement prévoit un déficit budgétaire important, le président ougandais Yoweri Museveni affiche son optimisme quant aux perspectives économiques en 2022. Avec la levée des restrictions dans son pays, le chef de l'État dit s'attendre à une reprise rapide de l'économie. Kamesh Katapoulé. Comment relancer la croissance économique ougandaise ? Après la levée des restrictions anti-Covid le 31 décembre dernier, la question est au cœur de tous les débats. Pour favoriser le développement économique du pays, le président ougandais Yoweri Museveni veut miser davantage sur les exportations de viande, de café
ou encore de lait. Ces animaux font partie intégrante de notre système. Ils soutiennent nos éleveurs, nos agriculteurs, nos cultivateurs. Ils représentent une grande source de richesse. Grâce à eux, nous n'avons plus à importer le lait ou encore de bœuf. Nous avons même bâti une industrie de cuir dédiée à la confection de chaussures. Sévèrement affecté par la pandémie de coronavirus, l'Ouganda a bénéficié en juin dernier d'un soutien du Fonds monétaire international. L'UFMI et les autorités se sont accordés sur la mise en place d'un programme triennal d'un montant d'1 milliard de dollars. Un appui financier conséquent qui ne devrait pas être le dernier. Pour l'institution financière, d'importants besoins de financement subsistent dans le pays au cours des prochaines années. Malgré cet avertissement, le président ougandais se montre optimiste. L'Ouganda peut mieux faire sans emprunter, en particulier pour ce qu'ils appellent l'appui budgétaire. Nous ne pensons pas que ce soit un bon emprunt, mais nous nous débrouillerons parce que maintenant, l'économie croît d'environ 4% sans tourisme, sans transport, sans les hôtels. Avec leur réouverture, l'économie retrouvera une croissance rapide. Pour 2022, la Banque africaine de développement prévoit un déficit budgétaire important mais en baisse par rapport à l'année précédente. Il devrait s'établir à 6% contre 7,3% en 2021. Le groupe bancaire marocain Tidjari Wafa Bank rejoint RippleNet, le réseau de paiement transfrontalier international à Tidjari Wafa Bank, qui diversifie ses partenaires financiers à l'international, demeure toujours engagé dans sa stratégie d'expansion à travers le monde. Joël Ballot. Dans le cadre de son expansion à l'international, le groupe marocain Tidjari Wafa Bank a rejoint RippleNet, le réseau de paiement transfrontalier basé sur la technologie blockchain. Ce nouveau partenariat va contribuer à accélérer la distribution des paiements de la banque marocaine à travers le monde. L'adhésion à ce réseau permet à Tidjari Wafa Bank et ses partenaires financiers à l'international, membres de RippleNet, d'échanger des transferts d'une manière transparente, sécurisée et instantanée. Avec RippleNet, nous nous connectons à la blockchain, un autre moyen rapide et infaillible pour recevoir des fonds. Avec cette nouvelle collaboration, les clients du groupe marocain bénéficieront de facilités de réception et de transfert initiées à travers les partenaires RippleNet. Depuis 2021, Tidjari Wafa Bank s'est engagé dans une nouvelle ère technologique avec le lancement de portails transactionnels, la création d'une solution connectée en temps réel. Tidjari Wafa Bank fait d'une pierre deux coups. Déjà, elle offre un nouveau service à la diaspora marocaine et elle permet aussi de développer son canal, en tout cas ses offres en matière de transfert. En effet, grâce à RippleNet, Tidjari Wafa Bank va pouvoir fournir à ses clients des transferts monétaires instantanés. Quand on sait qu'on est dans un monde où la vitesse est la clé et que le succès va dans la vitesse, à travers cet accord-là, Tidjari Wafa Bank se met au niveau des grandes banques internationales, des grandes sociétés de transferts internationaux. En plus de RippleNet, Tidjari Wafa Bank confirme son premier partenariat avec la société Tunes, agrégateur de transferts. Un partenariat qui vient enrichir l'offre d'Tidjari Wafa Bank destinée à la population marocaine résidente au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Secoué par la pandémie de coronavirus, le secteur de l'hôtellerie essaie de se reprendre après la chute de la fréquentation des hôtels qui a baissé des 2/3 pour ce qui est du continent africain à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour autant, le secteur poursuit ses investissements et ses ambitions. Illustration en Mauritanie dans ce sujet d'Ange Noménio. Le marché de l'hôtellerie est en plein essor en Mauritanie. De nouvelles structures sont en train d'être mises en place pour booster le secteur. Objectif, rendre le tourisme encore plus attractif pour les hommes d'affaires et les investisseurs. À Nouakchott, la capitale mauritanienne, cette volonté s'est matérialisée par la construction d'un nouvel établissement hôtelier du nom de Al Salam. Par rapport au tourisme en Mauritanie, nous, notre cible principale, c'est les hommes d'affaires. C'est une clientèle business plutôt. Pour le moment, le pays est en pleine expansion, en plein développement, ce qui attire de plus en plus d'investisseurs.
Notre cible, c'est ces investisseurs-là qui viennent de l'étranger. Avec la découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, la Mauritanie va connaître une augmentation du nombre de ses visiteurs. C'est dans ce cadre qu'un plan de relance de l'activité touristique a été adopté pour booster le secteur. On est en train d'instaurer ici à l'hôtel des normes internationales. À Nouakchott, ou plutôt en Mauritanie, il n'y a pas les pionniers de l'hôtellerie qu'on connaît, comme la chaîne Accor, les Hilton. Toutes les grandes chaînes, on n'en a pas ici. Donc on essaye de s'inspirer un peu d'eux pour pouvoir mettre les standards qu'on connaît du vrai tourisme et de l'hôtellerie ici à El Salam. D'ici 2030, la Mauritanie compte accueillir plus de 100 000 visiteurs sur son sol. Pour ce faire, elle compte miser sur ces complexes hôteliers qui ont connu une hausse de 10% par rapport à l'année 2020. La proximité avec la mer est également un atout que les autorités mauritaniennes comptent exploiter pour booster ce secteur. Les bijoux Amazigh, un trésor du patrimoine berbère. Nous sommes allés en Tunisie à la rencontre d'Ali Bentalouba, un Amazigh et propriétaire d'une petite bijouterie qui fabrique et vend des bijoux Amazigh. Et vous allez le voir, l'enjeu dépasse la simple commercialisation des pièces. C'est un sujet de la rédaction. Chez les populations amazighes, le bijou a toujours été un élément central, un indispensable, surtout pour les femmes. Ali Bentalouba, un bijoutier tunisien, s'est donné pour mission de concevoir ce type de bijoux. Il s'agit pour lui de préserver tout un patrimoine culturel, plongé au cœur de la fabrication, qui puise ses racines dans un savoir-faire qui remonte à plus d'un millénaire. J'essaie d'inciter les gens vers les bijoux Amazigh, même avec des paiements de facilitation, afin de les encourager à posséder et à conserver ces bijoux. Lorsqu'une femme vient vers moi, je la sensibilise sur l'importance de posséder ces bijoux, car ce sera toujours à elle, et ces bijoux durent beaucoup plus longtemps. Les gens se souviennent toujours de tels bijoux. Le bijou se caractérise par une prédominance de l'argent. Certaines pièces, comme celle-ci, sont plus appréciées en raison de leur taille. Le bijou Amazigh se veut avant tout imposant. Ce collier a été réalisé à partir de moules d'anciennes sculptures berbères, un ornement là aussi en argent. Les bijoux Amazigh sont en argent parce que les mines d'Afrique du Nord produisent plus d'argent que d'or. Donc, ils fabriquaient tout avec de l'argent. En Tunisie, il y a beaucoup de mines d'argent, comme au Kef ou à Béja. En Algérie, il y a plus d'argent qu'en Égypte ou au Soudan, où ils ont de l'or. Les pharaons portaient beaucoup d'or, mais nous non. De plus, notre argent et nos vêtements étaient en argent. Nos ancêtres ont trouvé de l'argent dans le pays, alors ils ont travaillé avec. Pour Ali Bentalouba, l'achat de tels bijoux constitue un investissement pour la vie. Mais le bijou berbère est éclipsé de plus en plus par les créations plus modernes. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.